Shavuot Tov à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter Eliezer Charodotsky. Tu nous parles toujours d'Oslo. Je crois que c'est le troisième ou quatrième cours. Donc, si vous n'avez pas vu les précédents, allez-y sur YouTube, écoutez les précédents cours. Et ce cours, tu l'as intitulé Oslo, l'alternative. Bechavod. Shalom, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait Il neige toujours ou pas plaisir. encore chez toi? Hein? Il neige ou pas encore chez toi? On est presque à 1000 mètres, mais il ne neige pas encore. Il fait froid, il pleut, c'est génial. On, on met le climatisateur à plein, tout, mais il ne neige pas encore. Il ne neige pas encore. Bon, les amis, euh, pour être un peu synchronisé avec les événements du jour, ou l'événement des dernières semaines avec Trump, etc., eh bien, j'ai passé couper un peu euh, la suite de logique dont je voulais parler avec Oslo, et puis voir un peu les racines historiques en prenant un peu plus de perspective, 150 ans, et, euh, et ce qui nous permettra aussi de nous relier à une alternative qui en vérité était toujours là, mais qui aujourd'hui, avec Trump, Donald Trump est devenu quelque chose de presque immédiat, presque réalisable. Euh, et, mais avant cela, je voudrais, je voudrais dire quelques mots euh, en général, parce que lorsqu'on regarde notre réalité, ça fait déjà presque 2 générations qui grandissent euh, complètement hébétés, abasourdis par une langue de bois qui ne cesse de les pilonner du même slogan d'une terre pour 2 États. 2 peuples, 2 États. La solution des 2 États. Et il faut savoir que cette équation n'est rien d'autre qu'une tentative absolument vaine de réalisation d'une option qui n'a jamais existé. Je répète, la solution des 2 États n'a jamais véritablement existé avant Oslo. Pendant 100 ans d'histoire sioniste et de l'État d'Israël, ça n'a jamais, ce n'était jamais pratiquement, on va le voir, à l'ordre du jour. Je sais, ça peut pas, ça fait un peu, ça étonne, mais je le dis pas parce que ça me plaît, je le dis pas parce que ça va dans le sens de mes prises d'opposition, nos prises d'opposition politiques, non. C'est une chose, par exemple, que vous trouvez dans le livre de Benny Morris, Medina Achat Shtei Medinot, qui est un historien ex-post-sioniste, ex-nouvel historien des années 80, des années 90 du XXe siècle, Benny Morris, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Medina Achat Shtei Medinot, où il relate l'historique de toutes ces choses, de tout ce développement. Je continue. La tentative d'Oslo, c'est une tentative israélienne, de la gauche israélienne, de profiter de la faiblesse arabe, à savoir la faiblesse de l'OLP, la faiblesse d'Arafat, la faiblesse d'une organisation terroriste
euh, exilé de Beyrouth, absolument mal vu au niveau international après l'aide qu'il a accordée à Saddam Hussein, profiter de la faiblesse, discrédité sur la scène internationale, bien profiter de la faiblesse sans précédent de l'OLP pour donner cours à notre faiblesse à nous. Je répète, profiter de la faiblesse de l'ennemi, pas pour l'achever, mais pour nous permettre enfin d'être faibles à notre tour aussi. Ça, c'était une petite introduction et maintenant, on va aller dans le vif, dans le cœur du sujet. Depuis le début du sionisme, fin 19e siècle, du côté juif comme du côté arabe, jamais il n'était question d'Eretz Israël autrement que de la terre d'un seul État. Jamais ni les Juifs ni les Arabes ne parlaient d'Eretz Israël ou pour les Arabes de Palestine. D'ailleurs, nous aussi, on parle de Palestine. Euh, euh, comme une terre qui pouvait accueillir deux États. Euh, tous les deux évoquaient une clause dite de manière explicite ou implicite qui parlait du transfert de la population rivale comme condition d'établissement de son État. Les Arabes parlaient du transfert ou de pardon, non, les Arabes ne parlaient pas de transfert. Les Arabes parlaient de l'extermination et de la mise à la porte des Juifs qui resteraient vivants. Les Juifs avaient à l'esprit le transfert des Arabes, bien que personne ne le mentionnait de manière explicite. Donc ça, c'est deux choses très importantes. Depuis le 19e siècle jusqu'aux années 90, pratiquement jamais de manière réaliste, personne, à part quelques minorités, ne parlait de Eretz Israël comme une terre, comme la terre de deux nations qui pourraient accueillir deux États. Et maintenant, je voudrais poursuivre, je voudrais un peu détailler ce que je viens de dire et construire notre conversation autour de cinq questions principales. Première question, d'où on sait ce que je viens d'affirmer maintenant? D'où est-ce qu'on sait que jamais il n'était question d'une autre option? Pratiquement. Première question. Quelles sont les preuves? Deuxième, qu'en est-il de ceux qui, quand même, on les connaît, proposaient un État binational? Ça existait. Dans la fin des années 20 du XXe siècle, les années 30, les années 40, il y avait des organisations qui proposaient ça, il y avait des partis, petits partis qui proposaient ça. Quand est-ce que naît la notion l'idée, elle est immédiatement mise de côté, mais quand est-ce que l'idée de deux États naît au niveau du paysage politique de Eretz Israël? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, qui et quand a commencé à parler du transfert arabe et quelles étaient les conditions indispensables qui rendaient cette option plausible? Je répète, qui et quand a commencé à parler du transfert arabe et quelles étaient les conditions qui ont permis de parler de ce transfert? Et cinquième question et dernière question qui devrait nous intéresser le plus aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour nos jours
de la renaissance de cette alternative véritable à Oslo. C'est ça? Bon, maintenant, encore une fois, pour répondre à ces questions, je fais appel au livre de Benny Morris, je fais appel à énormément d'articles et de livres qui ont paru sur cette chose, je ne sais pas, Shmuel Trigano, l'ébranlement d'Israël, Mordechai Nissan, professeur Mordechai Nissan, un article qui a fait paraître il y a quelques jours dans Mida sur le transfert et l'historique de l'idée du transfert des Arabes d'Eretz Israël, un article qui est apparu dans Haaretz. Tout d'un coup, il y a une explosion d'articles à ce sujet, un peu dans tous les organes de presse en Israël, ce qui entre nous est une chose très positive. C'est tout d'un coup cette idée qui était mise au banc les 40 dernières années, au minimum, eh bien, elle devient centrale à la discussion, au discours politique, idéologique, national en Israël et pas seulement. Bon, yalla, alors on commence. Première chose, première question, je répète, d'où sait-on que jamais il n'était véritablement question d'une autre option que Eretz Israël à un peuple et à un État? Eh bien, je voudrais citer pour cela, tout d'abord, un livre qui est apparu en 1905 à Paris, en français, et qui est dit comme étant le premier livre du nationaliste arabe. C'est un livre qui a été écrit par Nedjib Azouri et qui s'appelle Le réveil de la nation arabe. Nedjib Azouri était un Libanais qui a écrit ce livre en français, influencé par des idées françaises, et qui parlait du réveil de la nation arabe. Qu'est-ce qu'il y dit? Il y dit la chose suivante. Le réveil de la nation arabe, la nation arabe, pas palestinienne, il n'est pas question de la chose, ça n'existe pas. Le réveil de la nation arabe et les efforts des Juifs pour rétablir l'ancien royaume d'Israël, ces deux mouvements sont condamnés à se combattre sans répit jusqu'à ce qu'un des deux triomphe. Ça, c'est la première chose. Nedjib Azouri, 1905, parle du conflit naissant, on est à peine à la deuxième Aliyah, mais du conflit naissant entre le mouvement sioniste et le monde arabe comme un conflit, un jeu à somme nulle. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou comme on dit aujourd'hui, o anachnu o em. C'est soit nous, soit eux. Okay? Très, très pertinent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, du côté sioniste, eh bien, vous savez, vous pouvez consulter les cartes qui ont été élaborées par deux personnes qu'il faut connaître, tous deux agriculteurs et agronomes. Le premier, c'est Shmuel Tolkovski, il est moins connu. Le deuxième, c'est Aaron Aharonson. C'est eux qui ont tracé, dessiné la carte du futur État juif proposé à la Société des Nations, à la conférence de paix à Paris en 1919. Par Chaim Weizmann et par Sokolov et par les autres, tous ceux qui étaient présents là-bas à la fin de la Première Guerre mondiale.
où on débattait du problème de la question sioniste après la déclaration de Balfour, etc., etc. Eh bien, cette carte, qu'est-ce qu'elle comprenait? Elle comprenait trois lignes. La première ligne, au sud, elle partait de Rafiach, bien connu, à l'ouest, et allait jusqu'à Etzion Gaver, ou Aqaba, ou Eilat, il n'existait pas encore Eilat, hein, ou à Eilat au sud. Première ligne qui va jusqu'à la mer Rouge. Deuxième ligne, la ligne de l'Est. La ligne de l'Est, eh bien, vous prenez 30 kilomètres à l'est du Jourdain, le long du chemin de fer du Hijaz, comme on dit, qui va de Mecque, Médine jusqu'à Damas. Eh bien, c'est la frontière est proposée par le mouvement sioniste. C'est ainsi aussi que vous voyez les frontières Herzl. C'est ainsi que vous voyez les frontières du futur État Ben Gurion. C'est ainsi que vous voyez les frontières du futur État Chaim Weizmann et Eliezer Ben Yehuda, etc., etc. Donc, la frontière Est, ce n'est pas le Jourdain. C'est 30 kilomètres à l'est du Jourdain, c'est-à-dire toute la terre fertile autour du Jourdain, et même au-delà. La frontière nord, c'est le Litani. Pourquoi est-ce que j'ai la rivière Litani? Ken? Pourquoi? Parce que c'est la source des eaux du futur État juif. Si vous voulez voir sur la carte, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps. Je suis revenu en retard parce que ma voiture se portait très mal. C'est bien quand c'est juste la voiture qui se porte mal. Et c'est pour ça que j'étais la chercher au garage et je n'ai pas eu le temps de mettre la carte. Mais c'est-à-dire, c'est même au nord de la rivière du Litani, qui est au sud du lac du lac, comment il s'appelait? Kérouan, du lac pardon, de Karoun, du lac, eh bien, c'était ces frontières-là qui sont des frontières très logiques au niveau de l'hydrologie, au niveau de la géographie, au niveau de la Terre. La Galilée, elle comprenait toujours, durant le premier temple et le second temple, elle allait jusqu'au Litani. La frontière actuelle, c'est une frontière qui est le résultat de Sykes-Picot, mais qui n'est ni le résultat de l'histoire, ni le résultat de la topographie, aucune logique, ni le résultat de l'hydrologie. Toujours la frontière de la Galilée allait jusqu'au Litani. De même au sud et à l'est. Et ce n'est pas pour rien que les deux personnes qui proposent ces frontières, c'est des personnes qui s'occupent de la terre. Ce pas des politiciens, c'est des hommes de la terre. Shmuel Tolkovski, qui est un agriculteur et Aaron Aronson, qui est plus qu'un agriculteur, un scientifique, Aronson, un agronome qui a découvert la source de la comment dire, hémachita, du blé, etc., etc., qui connaissait Eretz Israël comme les 5 doigts de sa main.
Donc, on voit que les fondateurs du Yishuv, je vous cite encore Ben Yehuda, qui dit en 1882, bien avant la conférence, il dit le but. Il ne dit pas le but du sionisme parce que le sionisme comme notion n'existe pas encore en 1882. Mais lui, il est déjà en Eretz Israël, la façon d'aller en 1881. Notre but, c'est faire revivre notre nation sur sa terre si seulement on arrive à multiplier notre présence jusqu'à être majoritaire. Et il adhère totalement à ses frontières. Il en va de même de Ben Gurion, etc. C'est ainsi que le mouvement sioniste voit ses frontières. C'est le minimum pour établir un État juif. Maintenant, du côté des Arabes, là, on a besoin de moins de preuves parce que c'est beaucoup plus évident. En 1920, quand ils se réunissent à Haïfa pour le 3e congrès palestinien, comme ça qu'ils l'appellent, eh bien, c'est là, d'après Benny Morris, que sont posées les bases de la position arabe tout le long du siècle et après, jusqu'à nos jours. Eh bien, ils disent là-bas que le gouvernement doit appartenir aux habitants du pays. À l'époque, 1920, les habitants du pays sont à 80% arabes. La Palestine, c'est la terre sainte de deux mondes. La terre sainte de quel deux mondes? Le monde chrétien et le monde musulman. Et son avenir ne peut être livré à nul autre. À nul autre, c'est-à-dire ne peut pas être livré aux Juifs. Et naturellement, il y a une très ferme condamnation de la déclaration de Balfour de 1917. Okay? Donc on voit que la position arabe, dès 1920, la position majoritaire, il y a des cas exceptionnels, des cas d'exception, etc. On ne va pas les citer en juin, mais c'est avant tout, d'ailleurs les cas d'exception, ils disent que du point de vue arabe, c'est une terre qui appartient aux Juifs. Okay? La fameuse correspondance entre Weizmann et le shérif Hussein, etc., etc. Mais des deux côtés, on parle de la terre d'Israël comme terre d'un seul État. Maintenant, juste pour dire dans quel point, jusqu'à quel point c'était une position unanime, eh bien, je voudrais citer quelques exemples opposés. Ce n'est pas moi qui les cite, je cite encore Benny Morris. Dans les années 40, il y avait un arabe qui s'appelait Fawzi el-Husseini, qui n'est pas, non pas le Hajjamin el-Husseini, j'imagine qu'ils sont de la même famille, mais ce n'est pas le même, qui venait du village Atour. Atour, vous le connaissez certainement, c'est près de Jérusalem. Eh bien, il a négocié un accord de coopération avec une ligue de bonne volonté juive, etc., etc. Il a même signé cet accord de coopération avec des juifs. Et, eh bien, il a été assassiné 12 jours après la signature de cet accord, en 1946. Et pour cause, parce que encore quelques années avant, à Bloudan, une localité en Syrie, en 1937, les dignitaires et les représentants de la nation arabe disent la chose suivante. Tout arabe qui épousera une position de compromis et fera autre chose
que de nier de manière absolue le plan de partage. Le plan de partage, je rappelle, c'est l'année 1937. En 1937, siège à Jérusalem la commission britannique qui s'appelle la commission Peel, du Lord Peel, qui recommande le partage d'Eretz Israël en deux États, juifs et arabes. Okay? Eh bien, ce que dit cette conférence de Blue Dan, c'est que toute personne dans le monde arabe qui fait autre chose que de nier de manière absolue le plan de partage, eh bien, cette personne doit s'attendre à être bannie comme traître et à être assassinée. C'est-à-dire, c'est une menace ouverte, une accusation de trahison et une menace ouverte d'assassinat à tout arabe, à tout dignitaire arabe qui sera prêt à serrer la main à des dignitaires juifs, sionistes, etc. Ça, c'est donc la première question. Des deux côtés, on voit que du côté juif, de manière plus pacifique, mais de manière objective, Eretz Israël, c'est qu'aux juifs, de manière arabe, avec beaucoup plus de violence et de hargne, non, c'est une terre qui ne peut obtenir. Les juifs n'existent pas en tant que peuple. C'est la première chose. Les juifs existent en tant que religion. Ils n'ont pas le droit à leur terre, à cette terre. Ils ne sont même pas un parti pris à discuter de ci, de ça, au niveau de cette terre. Bon, ça c'est pour la première question. On voit que dans les 50 premières années, dans le monde sioniste, ainsi que dans le monde arabe, pratiquement personne ne parle de la solution binationale. Qui parle quand même de la solution binationale? Eh bien, c'est notre deuxième question, Ken. En 1926, en mars 1926, naît à Jérusalem une organisation qui s'appelle Brit Shalom, l'Alliance de la paix. Sont membres de cette organisation, par exemple, Rupin qui était un sioniste allemand qui siégeait en Eretz Israël, qui était le chef de la filiale Eretz Israël de l'organisation sioniste. C'est lui qui distribuait les terres, c'est lui qui était responsable des chouvim, etc., etc. Eh bien, il dit que Eretz Israël sera le pays de deux nations. Avec lui se trouvent beaucoup de professeurs de l'université hébraïque, Yaakov Talmon, Hugo Bergman, etc., etc. Ernst Simon, professeur chef de la faculté de l'éducation. Ernst Simon, d'ailleurs, de dire la chose suivante. En 1930, notre aspiration, il dit au nom de Brit Shalom, que notre aspiration est de rester minoritaire en Eretz Israël. La paix ne peut triompher qu'à condition de renoncer à l'idée d'un État juif et à l'idée d'une majorité juive en Eretz Israël. Donc déjà, dans les années 20, début des années 30, il y a une organisation dire qu'elle est minoritaire, c'est ridicule parce qu'elle n'a jamais plus que quelques dizaines, une centaine au plus de membres qui sont pour la majorité des professeurs de l'université hébraïque, des sionistes d'origine allemande. Et pour finir, l'organisation fait faillite en 1936 avec Rupin qui dit la chose suivante.
comme oraison funèbre, on peut dire, de l'organisation, lui qui est un membre de cette organisation, il dit nous sommes en état de guerre latente avec les Arabes. Le binationalisme est une vision irréalisable. Et il quitte cette organisation. Quand est-ce que cela se passe? En 1936. Qu'est-ce qui se passe en 1936? 36, c'est le début de la révolte arabe. Le début de la révolte arabe, et il n'y a personne à qui parler. D'ailleurs, chose intéressante, Brit Shalom, alliance de la paix, entre qui et qui? Qui est-ce qui est membre de l'organisation Brit Shalom? Il n'y a pas un seul arabe qui est membre de cette organisation. Tous les membres de Brit Shalom sont des juifs, des docteurs et des professeurs juifs. Zéro. Ils n'ont pas à qui parler, c'est-à-dire ils parlent en circuit fermé les uns aux autres. Ils sont même suspects aux yeux des Arabes, parce que les Arabes, ils ne sont pas surpris par un Jabotinsky, par un Oussichkin, par un Katzenelson qui appelle au transfert, qui appelle à un État uniquement pour les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est une position qui est normale, qui est logique. Mais quand tu as des Juifs qui disent être, qu'ils veulent être, qu'ils aspirent à devenir une minorité, mais vous êtes fous. Donc vous êtes suspect. Donc vous êtes encore plus suspect que les Juifs nationalistes. Mais ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, cela ne finit pas là. Pourquoi? Parce que dès que la révolte arabe se termine en 1939, eh bien, Brit Shalom renaît sous une autre forme et sous un autre nom. Elle s'appelle maintenant Ihoud, Union, Ihoud. Okay? Avec Martin Buber, avec Yehuda Magnes, le président de l'université hébraïque, avec les professeurs, sans Roupin. Non, Roupin, il ne revient pas, etc. Il y en a beaucoup qui ne reviennent pas, beaucoup qui reviennent. Mais encore une fois, cela dure à peine une douzaine d'années. Et ceux qui signent la fin pour la deuxième fois de l'organisation pacifiste des professeurs de l'université hébraïque, eh bien, c'est le convoi de Hadassah. Qu'est-ce que c'est le convoi de Hadassah? C'est le convoi qui part avec des professeurs, des infirmières de l'hôpital de Hadassah Haratzofim et qui se fait massacrer en route. Ça se passe le 13 avril 1948 avec 78 infirmières, docteurs, accompagnateurs, etc., qui se font massacrer sur la route de Haratzofim. Aujourd'hui, c'est dans le quartier de Sheikh Jarrah de Jérusalem. Donc, on voit encore une fois que ces organisations hyper minoritaires de Brit Shalom et de Ihoud, quand est-ce qu'elles naissent? Elles naissent en temps de calme relatif, où on peut se tromper à croire que, et elles dépérissent complètement en temps de guerre. Maintenant, c'est une chose très importante à savoir. Pourquoi? Parce que nous, on croit, ah, après le 7 octobre, tout le monde a compris. Non, personne n'a rien compris. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, oui, il y a des gens qui ont compris, la majorité a compris, mais les professeurs, c'est ceux qui ont le plus de peine à comprendre. Les professeurs et ceux qui pensent comme des professeurs ont le plus de peine à comprendre. Okay? C'est-à-dire qu'ils attendent le bon moment, et à ce moment-là, et en 1939, déjà, juste terminé les émeutes, les pogroms arabes, le mouvement pacifiste est là à nouveau. Donc, il faut savoir, c'est quelque chose qui est pas, pour pas être prise à court, Ken, pour pas être un peu prise au dépourvu. Vous avez rien compris? Non, on a laissé passer l'orage, on a laissé passer le tsunami, etc.
etc. Ça, c'est une logique. Donc là, on était à la deuxième question. Qu'en est-il de ceux qui proposaient l'option des deux États, etc. Maintenant, quand est-ce que, troisième question, quand est-ce que naît l'option des deux États au niveau politique? Maintenant, je ne parle pas d'une minorité intellectuelle négligeable, mais je parle au niveau politique. Quand est-ce que la Grande-Bretagne commence à parler de deux États? Eh bien, ça commence en 1937 avec la commission Peel, avec les recommandations de la commission Peel, 1937, etc. Pourquoi? Maintenant, c'est une commission qui dit et voit que eh bien, ce sont deux populations tout à fait différentes à tous les niveaux, au niveau religieux, au niveau national, au niveau économique, au niveau du niveau de développement, etc., etc. Ce sont deux mondes à part. Les Juifs et les Arabes, ils ne peuvent pas vivre ensemble, il faut les séparer. Il faut les séparer. Maintenant, OK, les Britanniques, vous pouvez le dire, mais les Juifs, pourquoi est-ce qu'on doit l'accepter? Nous qui l'avons refusé pendant 50 ans, pourquoi est-ce qu'on doit l'accepter? Eh bien, il y a une raison qui fait que Ben Gurion, Katzenelson, Weizmann, etc., etc., acceptent l'idée de partage pour la première fois en 1937. Et c'est un processus très, très douloureux. Et qu'est-ce qui les incite à accepter? Juste une chose. Je vous rappelle, on est en 1937. Ce qui les incite à accepter, c'est qu'il faut sauver les Juifs de l'Allemagne nazie. On sent le danger venir et on sait qu'il faut avoir un minimum de territoire juif indépendant pour qu'il y ait un refuge pour les Juifs européens qui voudraient, qui veulent se sauver. Et c'est une résolution qui passe aux 2/3 des voix à Zurich au 20e congrès sioniste. Naturellement, ceux qui s'y opposent très, très, très vivement, eh bien, c'est Jabotinsky. Et pas seulement, vous avez des personnes comme Moussichkin qui disent, mais comment vous pouvez parler d'un État juif sans Jérusalem, sans Hebron? Comment on va parler de ça? Cela dit, Ben Gurion, Weizmann font pencher la balance pas parce qu'ils acceptent, mais parce qu'ils savent c'est ce qui est nécessaire, le minimum pour sauver, pour accorder un refuge aux Juifs européens. Maintenant, chose très intéressante, et là on arrive déjà à la quatrième question qui parle quand est-ce qu'on commence véritablement à parler du transfert? Eh bien, la même commission Peel de 1937 qui propose le partage, elle propose le transfert. La condition pour que le partage marche, c'est 300 000 Arabes qui doivent être transférés du futur État juif dans le futur État arabe. Pour que l'État juif soit homogène, à écrasante majorité juive. Et là, tout d'un coup, chose très intéressante, les dirigeants sionistes qui n'osaient pas trop donner voix à cette option parce qu'elle n'était pas trop humaniste, parce que c'était mal vu, parce que ci, parce que ça, eh bien, tout d'un coup, ils commencent tous à l'unisson à parler de la nécessité du transfert des Arabes d'Eretz Israël.
Ben Gurion, dans le comité de la Sorno, de l'agent juive, il dit soutient le transfert forcé et n'y voit aucune comment dire, atteinte à la moralité. Même Weizmann, qui est le représentant de la gauche sioniste, quand il parle à l'ambassadeur soviétique à Londres, eh bien, il parle du transfert d'un demi-million d'Arabes comme première étape de la solution. Un demi-million comme première étape. Vous imaginez, il en parle en 1941. Il le dit à l'ambassadeur soviétique en 1941. Minimum, première étape, un demi-million d'Arabes à la porte. On voit une chose très intéressante. Quand est-ce que les Juifs commencent à parler, sont prêts à considérer le transfert comme une option politique légitime? Quand deux conditions sont remplies. Quand c'est proposé par une superpuissance, à savoir la Grande-Bretagne. Deuxième chose, quand il y a la guerre ou quand il y a révolte arabe ou quand il y a des pogroms arabes. Et là, tout d'un coup, vous entendez tous les représentants du monde juif, de Jabotinsky jusqu'à Weizmann, en passant par Katzenelson, par Tabet, qui vous voulez, parler de la nécessité du transfert. Sans embâche, sans embarras. Nous, le Lord Peel en a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi nous, on ne pourrait pas en parler? Et là, dernière question. Qu'en est-il de nos jours? Eh bien, je pense que aujourd'hui, les deux conditions, elles sont remplies. Il y a un méga pogrom à Simchat Torah 2023. Il y a une guerre qui dure plus de 500 jours. Il y a tout d'un coup, enfin, le président de la seule superpuissance mondiale aujourd'hui qui parle du départ sans retour des habitants arabes de Gaza. Si on se fie aux conditions qu'on a apprises en 1937 de la faisabilité du transfert, eh bien, ces deux conditions sont remplies aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le monde arabe est pris de panique, que le roi de Jordanie bégaye à la Maison-Blanche et que le président de l'Égypte refuse à se rendre à Washington parce qu'ils sentent que, encore une fois, l'histoire elle est en train de tourner. Mais on doit dire plus. Les grandes victoires, les victoires décisives d'Israël en Eretz Israël sont toujours allées de pair avec un transfert de masse des populations arabes. En 1948, c'est environ 700 000 Arabes. Il y a différents chiffres. Benny Morris parle de 700 000, d'autres parlent de 540 000, d'autres parlent de 600 000, peu importe. Plus de 2 tiers de millions d'Arabes
quittent de manière volontaire d'abord, de manière moins volontaire après, entre les deux, etc., quittent Eretz Israël. Ce qui permet la fondation de l'État juif. Nous sommes en 47, 70% de, 30% de juifs contre 70% d'arabes. Nous sommes en 1948, 86% de juifs contre 14% d'arabes. Il reste 160 000 arabes en Eretz Israël. En Israël, en 1948. La guerre des 6 jours, c'est moins spectaculaire, mais quand même, vous avez entre 200 et 250 000 arabes qui quittent Gaza et la Judée-Samarie, sans qu'on les pousse à sortir, à quelques exceptions près, comme par exemple les 3 ou 4 villages arabes de la région de Latroun. Pour ceux qui ne savent pas, toute la région de Latroun, c'était une terre occupée par la Jordanie jusqu'en 67. Et aujourd'hui, on est dans un conflit qui est plus difficile que les deux conflits que je viens de citer. Peut-être pas plus difficile que la guerre d'indépendance, mais ce n'est pas pour rien que c'est appelé la seconde guerre d'indépendance, qui n'est pas plus facile que la guerre des 6 jours. Et ce n'est pas pour rien que la solution du transfert renaît et c'est la véritable alternative à Oslo. Pourquoi? Parce que Oslo n'a existé, la solution des deux États n'a existé que quelques mois en 1937 après la commission de Peel, avant que les Arabes ne l'aient enterré immédiatement par un refus total, ne serait-ce qu'en discuter, et qu'elle est renée en 1993 avec le processus d'Oslo, qui était le résultat d'une faiblesse sans précédent de l'Organisation de la libération de la Palestine, dont on a profité pour donner voix à notre propre faiblesse, dont on a parlé, et essayer de donner une chance à la paix, à savoir qu'est-ce que c'est la paix? 2 États pour 2 nations. Mais jamais avant cela n'a existé, et comme l'a dit Rupin, ça a toujours été un rêve, Chalom Ba'aspamia, une vision irréalisable, un mirage. Quelque chose qu'on pouvait parler entre professeurs, qu'on pouvait se convaincre, mais dès qu'on écoutait, on était prêt à écouter les Arabes, eh bien, c'était, une proposition morte à la naissance. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que cela renaît, parce que c'est une alternative et c'est la seule manière véritable d'être victorieux et de triompher dans notre combat aujourd'hui. C'est la seule chose qui sera perçue par le monde arabe comme une défaite, et c'est une victoire qu'on doit apprendre à assumer. Et la seule sortie véritable de la conception du paradigme d'Oslo. Encore une fois, les obstacles, on le sait, c'est le monde arabe avec à sa tête avant tout l'Égypte, et ceux qui sont encore les adeptes du paradigme d'Oslo, establishment israélien, etc., mais c'était pas le but de notre sujet aujourd'hui. Voilà.
en 2 mots sur l'alternative à Oslo. Perspective historique. Toda Rabba. Toda Rabba Eliezer, merci beaucoup. Comme d'habitude, passionnant. Et voilà, on va pouvoir ouvrir les micros. Est-ce que c'est ça? Non, ça marche pas. Vous poser en attendant une question, parce que le mien est ouvert. Voilà, voilà, c'est bon. Il y a des personnes qui ont écrit quelque chose, je n'ai pas eu le temps de le lire, alors ne pas les oublier. Ken, je suis avec vous. Pour mettre en perspective les chiffres dont tu as fait état au sujet des transferts des Arabes en 48, etc., est-ce que tu pourrais comparer, par exemple, au transfert des Juifs qui ont été expulsés, enfin qui sont sortis de tous les pays arabes, d'une part, et d'autres transferts qui sont intervenus dans les pays arabes avoisinants? Ah, bien sûr, il y a eu, Comprenne un peu. bien sûr. C'était tout d'abord, bon, il y a plus de 600-700 000 Juifs qui ont été forcés de quitter le monde arabe. C'était une alia, mais c'était une alia avec des pogromistes, des pogromchiks qui nous poursuivaient. Okay? Ça, c'est la première. Et le nombre, si je ne me trompe pas, environ 900 000. 900 000. Okay? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce n'est pas pour rien que la commission PIL propose le transfert. C'est une monnaie courante dans le monde occidental et le monde en général dans ces années, et pas seulement dans ces années. Échange entre population grecque et turque après la guerre, échange entre Pakistan et Inde en 1948, échange dans les années 90 en Yougoslavie, échange dans le monde arabe, on n'en parle même pas, c'est des choses qui vont de soi énormément. Par exemple, Shmuel Trigano en fait état de toutes des quantités innombrables de transferts, etc., comme solution au conflit, c'est-à-dire comme solution, on pourrait dire, humanitaire au conflit pour que les minorités qui restent ne se fassent pas massacrer. Okay? Et c'est quelque chose de tout à fait légitime. Dernièrement, par exemple, encore la dernière année, dans le Nagorno-Karabakh, en Arménie, Azerbaïdjan, avec des centaines de milliers d'Arméniens qui fuient le Nagorno-Karabakh, qui a été conquis par les Azéris, les gens de l'Azerbaïdjan. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec l'expulsion de centaines de milliers de Mexicains des États-Unis. C'est une chose, une monnaie courante dans la politique internationale, à une exception près, les Palestiniens. Les Palestiniens qui, à Gaza, sont tous des réfugiés. Personne à Gaza n'est indigène. Ce soit des personnes qui sont venues de Libye, d'Égypte, soit des réfugiés qui sont venus de Yaffo, de Majdal, de Ashkelon, de Ashdod, d'ailleurs qui sont arrivés et qui se sont basés à Gaza, et là-bas, ils ont été transformés en place d'armes, pas pour bâtir un État, mais pour anéantir Israël. C'est la seule vision qui fait vivre la population de Gaza, tout particulièrement après le coup d'État du Hamas en 2007, mais même avant, c'était une population qui était là pour servir comment dire, de dynamite, de bombe à retardement pour faire, chas v'shalom, exploser l'État juif. Eliezer, Ken. j'aimerais faire une petite remarque humoristique. Oh non, c'est ce qui nous manque. Et tu as dit que c'était à 2 reprises qu'on a évoqué le transfert. La première fois, c'était par une superpuissance, l'Angleterre, par Peel, et la deuxième fois par Trump maintenant. C'est pour ça peut-être qu'on dit que Trump, c'est un
pile dans un Hanout Harsina. Oui, mais lui, à la différence, c'est pas seulement des recommandations, mais c'est un appel. Nachon. Nachon. Pile bechanut charsina. Mais là, je dois dire que là, c'est le pile qui a raison. Encore une Attendez, autre je vois, il y a plein de questions qui ont été posées. Johan, peut-être tu peux le lire parce que moi, j'ai. Nanana. Organisation minoritaire, mais dotée d'une grosse influence sur les étudiants. Nahon. Et c'est une influence qui a pris de l'influence plus tard, effectivement, qui allait croissant. Mais, encore une fois, il faut le savoir, la condition sine qua non pour que cette influence soit exercée, c'est un calme relatif. Donc, la victoire de ces professeurs, c'est le résultat de la victoire d'Israël en 48, en 67, en 73, ce qui a établi le calme en Israël et ce qui leur a permis de convaincre les esprits. Dénomination exacte de la commission de 1937, commission PIL, PI2L. Pologne, commission, non, PI2L, voilà. Parmi les Gazaouis, combien sont égyptiens? Je ne peux pas vous le dire, mais beaucoup, il y a des Libyens, il y a tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est des Arabes qui sont venus d'Eretz Israël. Vous ne parlez pas de la résolution de l'ONU de 47 sur le partage. Nahon, j'en parle pas. Elle aussi faisait exception. Plus Jérusalem en tant que corpus separatum. Mais là, c'était, encore une fois, c'était une solution qui n'a pas marché parce qu'elle a été pas été acceptée par les Arabes et elle n'a même pas force au niveau du droit international, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je vais vous poser encore une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Yoram Chazoni qui dit que les Juifs qui étaient contre la création de l'État, avant la création de l'État, parce que l'État c'est la violence institutionnalisée, ce sont les mêmes que ceux qui ont soutenu Oslo, qu'il y a une filiation en quelque sorte? Il faut voir, j'essaie de faire le. Oui, c'est dans le En livre. apparence, je pense qu'il y a une filiation spirituelle. Il y a une filiation spirituelle. Il y a une filiation au niveau du fait que toutes ces personnes disent que le professeur Yeshayahu Leibovitch, eh bien, c'est leur patron intellectuel. Yeshayahu Leibovitch, même s'il avait des controverses avec Buber et avec d'autres, effectivement, c'est un produit de l'université hébraïque. Il a épousé beaucoup de leurs thèses. Yaakov Talmon, oui, effectivement. Université de Tel Aviv qui était fondée sur le modèle de l'université hébraïque avec Yossi Beilin, etc. Mais là, je voudrais dire une chose, c'est plutôt l'université hébraïque qui est le résultat d'une idée galoutique, d'une existence spirituelle immaculée qui ne soit pas ternie et salie par la souveraineté, par le politique. Donc on revient encore à Hermann Cohen et philosophe juif du 19e siècle et à beaucoup d'autres qui était le produit des Lumières juives qui voyaient dans le peuple juif véritablement une réussite spirituelle qui ne soit pas marquée du sceau de Caïn
du politique. Et en cela, ces personnes qui ont fait, qui étaient les auteurs de Oslo, eh bien, ils boivent du même puits que les professeurs de l'université hébraïque. On peut dire aussi, oui, beaucoup se disent entre eux aussi des étudiants de Echad Ha'am. Oui, mais je pense que le puits est plus profond que l'université de 1920 et 30. Il est beaucoup plus profond. Je pose une question. Ouais. Ken. J'étais un peu étonnée quand tu as dit que finalement les Arabes étaient prêts à dire que la terre appartient aussi aux chrétiens, parce qu'eux non plus, ils ne sont pas un peuple. Tu as mis en contradiction avec les Juifs qui ne sont pas un peuple. Mais bon, les chrétiens, quel peuple c'est? C'est aussi une religion. Quel est leur rapport à la terre? Pourquoi? C'était curieux. Non, ce qu'ils disent, c'est une chose très simple, c'est que le conflit est religieux. Ce qu'ils voient de ça, c'est que le conflit est religieux. D'ailleurs, une thèse qui était infirmée à la source par les professeurs de l'université. Il dit nous est interdit d'appeler ce conflit religieux. Interdit, pourquoi? Parce que alors là, il va être insoluble. Ce que nous disent les Arabes, en citant ce que vous avez dit, Nili, c'est qu'ils disent non, c'est avant tout un conflit religieux. Mais les deux seules religions légitimes pour en parler, ce qu'ils disent, c'est quand même, à l'époque, il y a une très grande minorité arabe qui est chrétienne en Eretz Israël, et bien, c'est les chrétiens. Maintenant, ce qu'ils disent entre nous, effectivement, c'est que ça, ils le disent vers l'extérieur, mais entre eux, ils disent, eh bien, vous savez, après Shabbat, il y a dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire après Shabbat vient dimanche? Après qu'on massacre les Juifs, eh bien, on se prend aux chrétiens, naturellement. Maintenant, le Shabbat, Baruch Hashem, ça n'a pas marché. Eh bien, ils sont passés au dimanche en évinçant des dizaines et des centaines de milliers d'Arabes chrétiens de Beit Jal à Bethléem, d'ailleurs, qui se retrouvent maintenant à, je ne sais pas, à Santiago de Chile et ailleurs en Amérique du Sud, latine et ailleurs. Est-ce que je peux poser une question? Okay. Oui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut expliquer que Rabin, qui ne faisait pas partie, c'était quelqu'un qui était, c'est un militaire, comment il a eu cet engouement de glisser avec Yossi Bellin et toute la clique qui ont fait Oslo et qui lui ont imposé pratiquement. Ouais, mais ça, on en a parlé les dernières fois. Pour des raisons politiques, parce qu'il craignait de perdre le pouvoir, parce que toutes les autres options n'ont pas marché, parce qu'il craignait le putsch dans le Parti travailliste, et parce qu'avec la mise en accusation de Aryeh Deri, il avait sa coalition qui était en train de tomber en miettes. Et il disait aussi, parlait aussi que de la faiblesse du peuple et qu'on n'avait plus la force de tenir, qu'on en avait marre de la guerre, qu'on était fatigué. Voilà. Tov. Merci beaucoup. Toda. Torot tovot. Merci Chodesh beaucoup. tov. Abba. Chodesh tov. תודה.